Le vent a détruit son toit, mais ce qu'elle a trouvé au grenier en valait la peine. La rafale était arrivée dans la nuit sans prévenir. Camille s'était réveillée au bruit, mais elle avait cru que c'était un rêve et s'était rendormie. Le matin, quand elle est sortie pour voir, elle a compris que ce n'était pas un rêve du tout. La nouvelle des dégâts sur le toit du domaine de la grand-mère lui est arrivée sur son portable avant même qu'elle ait pris son café. C'était Pascal, un homme qui faisait des petits travaux dans la région et qui connaissait tous les biens immobiliers par là, à force de travailler sur des rénovations. Il était passé par la départementale tôt le matin et s'était arrêté en voyant l'état de la maison. « Camille, viens voir, c'est pas beau. » Elle y est allée, et quand elle est arrivée, immobile devant cette destruction, les mains sur les hanches, essayant de comprendre où commençait le dégât et où il finissait, elle a pensé qu'elle était devenue très douée pour recevoir les mauvaises nouvelles. Depuis que la grand-mère était partie des mois plus tôt, on aurait dit que le monde avait décidé de la mettre à l'épreuve chaque semaine. La procédure du règlement de la succession n'était pas encore terminée. Les documents du domaine étaient tous en ordre, mais la bureaucratie a son propre rythme, et elle savait que ça allait prendre encore du temps. Pendant ce temps, la maison restait à l'abandon, sans personne pour y vivre, sans entretien, et maintenant avec le toit détruit. Elle a sorti son portable et a fait les comptes dans sa tête en recomposant le numéro de Pascal. Ça n'allait pas boucler. Elle avait de quoi couvrir la moitié, tout au plus. Pour l'autre moitié, il faudrait discuter avec la banque régionale ou avec quelqu'un qui pouvait attendre. C'était le premier problème. Et de loin, ce n'était pas le plus gros. Pascal est arrivé plus tard avec 2 jeunes hommes, et tous les 4 ont marché dans la cour, soulevant des morceaux de bois mesurant ce qui restait. Le soleil tapait fort en cette fin de matinée. La terre autour était desséchée et jaunie par tant de chaleur sans pluie, et ce qui restait du toit, c'étaient des tôles de zinc tordues et des chevrons cassés en 2 éparpillés partout. Camille avait 37 ans, les cheveux châtains attachés en queue de cheval, et ce matin-là, elle portait un t-shirt orange qu'elle avait attrapé au passage en sortant en courant de chez elle. Elle était du genre à ne pas s'arrêter pour pleurer quand il y avait des choses à régler. Mais en regardant ses dégâts, elle a senti une drôle d'envie de s'asseoir au milieu des broussailles et de ne plus jamais se relever. Elle ne s'est pas assise, elle est restée debout, elle restait toujours debout. « Une partie de la structure est encore intacte », a dit Pascal en revenant vers elle. « Écoute, c'est pas aussi grave que ça en a l'air de l'extérieur. Avec du soin, on peut en récupérer pas mal. Mais faudra tout enlever ce qui est tombé avant toute chose. Tu peux commencer quand ? Demain tôt le matin, au moins ça. » Camille est rentrée chez elle ce jour-là la tête pleine et les poches vides de solutions. Sa mère, Madame Béatrice, était dans la cuisine quand elle est arrivée. 68 ans, les cheveux courts et gris, une façon d'observer les gens comme si elle voyait au-delà de ce qu'ils montraient. Elle avait préparé de la soupe comme elle le faisait toujours les après-midi, où elle savait que sa fille allait rentrer fatiguée. « C'était comment ?» a-t-elle demandé sans quitter la casserole des yeux. Le toit du côté du grenier s'est presque entièrement effondré. Béatrice a arrêté de remuer la cuillère une seconde, une petite seconde, rapide, qui est passée sans attirer l'attention, mais chargée de quelque chose qu'elle-même n'aurait pas su nommer sur le moment. « Le grenier », a-t-elle répété, à voix basse, presque pour elle-même. « Oui, Pascal commence le nettoyage demain. » Béatrice a repris sa cuillère et n'a plus dit un mot. Camille n'a rien remarqué de différent. Elle était trop fatiguée pour le remarquer. Le lendemain matin, elle est arrivée tôt au domaine. Pascal et les jeunes hommes étaient déjà là, outils en main, prêts. L'un d'eux, un jeune homme nommé Théo, est monté sur la structure encore debout pour évaluer de l'intérieur ce qui restait. Il est resté presque 1 heure là-haut. Quand il est descendu, il tenait un tissu plié avec précaution dans les mains, comme quelqu'un qui porte quelque chose de fragile. « Madame, j'ai trouvé ça dans un coin du grenier qui ne s'est pas effondré. C'était dans un coin caché, appuyé contre le mur. C'était une boîte en bois, petite de la taille d'une boîte à chaussures, mais bien plus lourde. Le couvercle était maintenu par une fermeture en métal que le temps avait rouillée. Sur le bois du couvercle, gravé au fer avec une écriture manuscrite, il y avait un nom, Vincent. Camille resta à regarder la boîte pendant un temps qu'elle ne sut pas mesurer ensuite. Vincent était le nom de son père. Elle entra dans la partie de la maison qui tenait encore debout, alla jusqu'au salon du fond,
et utilisa un couteau pour forcer la fermeture rouillée. Le couvercle s'ouvrit avec un claquement sec qui résonna dans la pièce vide. À l'intérieur, il y avait des lettres, beaucoup, toutes fermées, avec une enveloppe jaunie par le temps, avec son nom écrit sur chacune d'elles, Camille. Certaines avec une adresse d'expéditeur, d'autres sans. Elle prit celle du dessus et l'ouvrit avec précaution. L'écriture était grande, légèrement penchée de quelqu'un qui n'avait jamais eu de familiarité avec le papier, mais qui tenait à écrire quand même. Camille, ma fille, aujourd'hui tu as eu 12 ans et je le sais parce que je te suis toujours de loin, même si tu ne le sais pas. J'écris à nouveau parce que rester silencieux fait plus mal que le fait que tu ne répondes pas. Je veux seulement que tu saches que je pense à toi tous les jours. Camille s'assit par terre. Cher auditeur, si vous aimez l'histoire, profitez-en pour laisser un like et surtout vous abonner à la chaîne. Ça aide beaucoup ceux qui commencent. Maintenant, je continue. Il y avait 41 lettres. Elle les compta plus tard, une par une, les doigts encore tremblants. La plus ancienne était datée de 25 ans plus tôt. La plus récente n'avait que 3 ans. Toutes adressées à elle. Toutes avec le nom du père comme expéditeur. Aucune d'elles n'était arrivée entre ses mains à aucun moment de sa vie. Quand j'ai appris cette partie, je suis resté un moment sans continuer. Parce qu'on croit connaître l'histoire de sa propre famille. On croit être sûr de qui est parti et de qui est resté. Et puis on découvre qu'on a construit toute une vie sur une version qui était incomplète. Les lettres racontaient tout. Du père qui avait essayé de prendre contact depuis le début, qui un jour avait cessé de recevoir des réponses, qui avait continué d'écrire quand même pendant des années, qui demandait si elle avait appris à faire du vélo comme elle le voulait tant, qui demandait comment ça allait à l'école, si elle avait des amis, si elle grandissait bien, qui disait qu'il aimait, qui demandait pardon sans trop savoir de quoi, puisqu'il ne comprenait pas ce qu'il avait fait pour qu'elle choisisse de ne pas répondre. Camille avait grandi en croyant que son père avait simplement disparu, qu'il s'était levé un jour et était parti sans se retourner. C'était ce que sa mère avait laissé entendre, pas avec un mensonge direct, mais avec un silence lourd, des réponses courtes, cette façon de changer de sujet chaque fois que son nom apparaissait dans la conversation. Elle resta des heures dans cette pièce. Le bruit des outils des garçons entrait par la fenêtre sans vitre. Elle n'entendait pas. Elle était ailleurs, lisant une vie entière que quelqu'un lui avait cachée. Quand elle sortit, il était presque midi. Pascal la regarda et ne demanda rien. Il avait le bon sens de savoir quand ce n'était pas le moment. Ce soir-là, Camille rentra chez elle avec la boîte sous le bras. Madame Béatrice était dans la chaise berçante de la véranda, comme elle faisait tous les soirs, une tasse de thé à la main. Quand elle vit la boîte, elle ne bougea pas. Ses yeux restèrent fixés dessus une seconde de trop. Une seconde qui dit tout avant le moindre mot. « Tu savais qu'elle existait » dit Camille. Ce n'était pas une question. Sa mère resta silencieuse. « Maman, j'ai besoin que tu m'expliques ce que c'est que ça. » Béatrice regarda au loin. L'obscurité descendait lentement, les cigales avaient commencé leur bruit de fin de journée, et elle resta ainsi un moment, regardant dans le vide, comme quelqu'un qui cherche par où commencer une histoire qu'elle a gardée en elle trop longtemps. Quand les premières lettres sont arrivées, tu avais environ 8 ans, dit-elle, enfin, d'une voix qui sortit petite, différente de sa manière habituelle. Je suis allé parler avec ta grand-mère. Je lui ai demandé de les garder. Je ne voulais pas les détruire, mais je ne voulais pas non plus que tu les lises. Et après, j'ai grandi, maman. J'ai eu 15 ans, 18, 25. Les lettres ont continué d'arriver pendant des années. Je sais. C'est tout. Sans défense, sans explication immédiate. Camille tira la chaise de devant et s'assit. Elle resta un moment à regarder sa mère. Pourquoi? Béatrice mit du temps à répondre. Elle tourna sa cuillère dans la tasse de thé qui était déjà froid. Parce que ton père a fait une erreur d'une manière que je n'ai pas réussi à pardonner, et j'étais si fier que je n'ai pas su séparer ce qu'il m'avait fait de ce qu'il représentait pour toi. Je l'ai renvoyé avec raison, mais j'ai eu tort de te faire payer ça en même temps. Ce fut la première fois de sa vie que Camille entendit sa mère dire cela. Et puis Béatrice se mit à raconter, par morceaux, s'arrêtant parfois au milieu d'une phrase, recommençant. L'histoire qu'elle avait gardée pliée au fond d'elle pendant plus de 3 décennies. Vincent, le père de Camille, avait trompé sa femme. Béatrice l'avait découvert, l'avait renvoyé, et à force d'orgueil et de douleur,
Elle avait créé une version de l'histoire pour sa fille qu'il effaçait sans avoir à expliquer les détails. Elle se protégeait elle-même de la honte d'avoir à dire qu'elle avait été trahie. Et sans le vouloir, sans le préméditer, elle avait retiré à sa fille le droit de connaître son propre père. « Tu crois qu'il savait que je ne recevais jamais les lettres ?»« Je ne sais pas, » dit Béatrice. « Je pense qu'il s'est persuadé que tu les recevais et que tu choisissais de ne pas répondre. Cela pesait différemment, parce que ça signifiait que son père avait passé toute sa vie à croire que sa fille avait grandi et lui avait fermé la porte définitivement, qu'elle avait choisi le silence, et Camille avait grandi en croyant exactement le contraire de lui, deux côtés de la même blessure, sans savoir que c'était la même. La conversation dura des heures, elle ne fut pas paisible. Il y eut des larmes, de longs silences, un moment où Camille se leva et alla dans la cuisine boire de l'eau pour ne pas dire quelque chose d'irréparable, mais elle revint, et elles continuèrent. À la fin, Béatrice dit une chose qui resta suspendue. « J'aurais pu corriger ça quand tu as grandi. Je savais que je le pouvais. Je n'ai pas eu le courage. Honteuse, apeurée, je ne sais pas le nommer précisément. Le temps a passé et c'est devenu de plus en plus difficile de revenir en arrière. Et puis tu as construit la vie que tu as construite et je me suis dit que ça ne valait plus la peine de remuer tout ça. Ça en valait la peine. Ça en valait toujours la peine. » Béatrice acquiesça lentement. De ce petit hochement de tête de quelqu'un qui sait qu'elle aurait dû être d'accord avec ça depuis bien plus longtemps. Les jours suivants, les travaux dans la maison avancèrent. Pascal et les garçons travaillaient tous les jours dès le matin, enlevant les gravats, évaluant la structure. Le toit allait coûter plus cher que ce que Camille avait mis de côté, mais elle avait déjà parlé avec la banque régionale et elle avait une voie possible. Ce serait serré pendant quelques mois, mais ça se réglerait. Un de ces jours, alors qu'elle était dans la cour à vérifier l'avancement des travaux, M. Jacques apparut sur la départementale. C'était le plus ancien voisin de toute la région. 74 ans, un chapeau de paille qui ne quittait jamais sa tête, et une mémoire qui retenait tout de tout le monde par ici. Il arriva doucement avec sa canne, qu'il utilisait plus par habitude que par réel besoin, et s'arrêta à l'extérieur de la clôture. « J'ai appris que la tempête avait frappé fort ici. Je suis venu voir si tu avais besoin de quelque chose. » Camille alla vers lui, et tous deux se mirent à discuter. Elle mentionna la boîte presque en passant, vraiment en passant, et le vieil homme resta silencieux d'une façon différente, un silence qui avait du poids. « Tu as trouvé la boîte de Vincent, » dit-il. Ce n'était pas une question. Vous étiez au courant. Jacques ôta son chapeau et le tint dans sa main. « Ta grand-mère Yvonne m'en a parlé il y a quelques années. Elle était mal à l'aise avec ça. Elle m'a dit qu'elle l'avait gardé à la demande de ta mère, mais que parfois elle le regrettait. Elle pensait qu'un jour elle aurait dû t'en parler. » Camille le regarda. « Et vous n'avez jamais rien dit ?»« Ce n'était pas ma place, ma fille. Chaque famille a ses secrets et son temps. Je ne suis pas du genre à fourrer mon nez. » Il hésita, regarda de côté. « Mais il y a une chose que je crois que tu dois savoir maintenant, que tout ça est remonté à la surface. » Elle attendit. Jacques regarda la maison détruite avant de continuer. « Il y a environ 2 ans, votre père est passé par ici. Le monde s'est arrêté une seconde. » « Comment ça ? » ?»« Il est passé par cette départementale. Il s'est arrêté là, au portail de cette maison. Il est resté à regarder pendant une dizaine de minutes sans descendre de la voiture. J'étais sur ma véranda et je l'ai vu. Je suis allé lui parler. Il a demandé si Yvonne habitait toujours ici. Quand j'ai dit qu'elle était partie depuis longtemps, il est resté silencieux un bon moment. Il a remercié et s'en est allé. Il n'a pas demandé de mes nouvelles. Jacques la regarda avec une expression qu'elle garda en elle pendant longtemps. « Si, il a demandé. J'ai dit que vous habitiez tout près. Il est resté avec la fenêtre de la voiture ouverte un long moment, Camille, comme s'il allait descendre d'un instant à l'autre et qu'il n'y arrivait pas. Puis, il a démarré lentement et est reparti par la départementale. Elle resta sans voix. « Il est reparti parce qu'il avait peur que je ne veuille pas le voir, » dit-elle, plus pour elle-même que pour le vieil homme. Jacques ne répondit pas. Il n'en avait pas besoin. Cela changea tout à nouveau. Parce que son père n'était pas parti 2 ans plus tôt par indifférence. Il était parti par peur. La peur de frapper à la porte de sa fille, qu'il croyait avoir choisi le silence et d'entendre les yeux dans les yeux, qu'elle ne voulait vraiment pas entendre parler de lui.
Il avait préféré partir avant d'entendre cela. Camille rentra chez elle sans reparler à personne ce jour-là. Chers auditeurs, si vous aimez l'histoire, n'hésitez pas à laisser un like et surtout à vous abonner à la chaîne, ça aide beaucoup ceux qui débutent. Je continue. Elle resta 2 jours à la maison. Elle relut toutes les lettres, du début à la fin, maintenant qu'elle savait ce qu'elle savait. Elle les voyait différemment. L'homme qui écrivait ces lettres n'était pas l'homme qui avait simplement disparu sans se retourner. C'était un homme qui avait fait une erreur, à qui on avait demandé de partir à juste titre, qui avait essayé par l'unique chemin qui lui restait et qu'on avait un jour amené à croire que sa fille lui avait définitivement fermé sa porte. Elle pensa aussi à sa mère, d'une manière différente. Béatrice avait commis une grave erreur. Elle avait laissé une blessure grandir par orgueil. Mais Béatrice avait aussi été blessée. Elle avait été trahie. Elle avait fait ce qu'elle avait fait depuis une douleur qu'elle n'avait jamais réussi à vraiment montrer, même à elle-même. Ce n'était pas facile à comprendre. Mais elle comprit peu à peu, comme on comprend les choses qui font mal. L'après-midi du 3e jour, elle frappa à la porte de la chambre de sa mère. Béatrice était assise au bord du lit, regardant par la fenêtre. Elle se retourna en entendant sa fille. « Je vais le chercher », dit Camille, sans détour. La mère ne répondit pas immédiatement. Elle regarda sa fille un moment. Puis, « Je sais. Ça te va ?» Béatrice garda le silence assez longtemps pour que la question reste suspendue entre elles. Puis elle dit, d'une voix qui venait du plus profond d'elle-même, « Je ne suis pas à l'aise avec beaucoup de choses que j'ai faites, mais ça c'est juste. Aller le chercher, c'est juste. » Camille y alla. Elle prit la départementale avant le lever du soleil avec l'adresse qui figurait sur la dernière lettre, cette écriture grande et penchée qu'elle connaissait déjà par cœur. Elle roula des heures sur des routes de campagne, traversa des endroits qu'elle n'avait jamais vus. Quand elle arriva à La Rochelle, il était presque midi. L'air sentait la mer et la chaleur. L'adresse la mena dans une rue tranquille, aux maisons simples avec un jardin devant. Elle resta dans la voiture un moment avant de sortir. Son cœur battait à un rythme qu'elle ne reconnaissait pas vraiment. Et puis elle le vit. Un homme aux cheveux gris, à la peau marquée par le soleil, la soixantaine, balayait le trottoir devant l'une des maisons. Il portait un t-shirt délavé et balayait lentement, à la manière de quelqu'un qui n'est absolument pas pressé. Quand elle descendit de la voiture, il s'arrêta. Il la regarda. Et puis, il la reconnut. Elle vit l'instant exact où il la reconnut. Son visage changea d'une façon difficile à décrire, mais c'était le genre de changement qui se produit quand quelque chose d'immobile depuis très longtemps à l'intérieur d'une personne se met soudainement en mouvement. « Camille », dit-il. Rien de plus. Elle ne parvint pas à parler immédiatement. Elle resta là sur le trottoir, à regarder cet homme qui était et n'était pas le père qu'elle avait imaginé toute sa vie. Elle avait imaginé un homme qui s'en fichait, et là se tenait un homme, les yeux pleins, tenant un balai. J'ai dû respirer un grand coup là, parce que parfois, on passe toute sa vie en colère contre quelqu'un qui souffrait aussi de son côté. Et quand on découvre ça, on ne sait pas très bien quoi faire de ce qui reste à l'intérieur. « J'ai trouvé les lettres », dit-elle enfin. « Les 41. » Vincent ferma les yeux une seconde. Quand il les rouvrit, il avait l'expression de quelqu'un qui vient de comprendre quelque chose qu'il n'avait pas compris depuis des décennies. « Tu ne les as jamais reçues. Ce n'était pas une question. » Non. Il en eut le souffle coupé un instant. « J'ai cru que tu avais grandi et choisi de ne plus vouloir de moi, que tu les avais lues et décidé que ça ne valait pas la peine de répondre. Et moi j'ai cru que tu avais disparu, que tu n'avais jamais regardé en arrière. » Ils restèrent à se regarder là, au milieu du trottoir, avec la chaleur de midi et l'odeur d'embrun arrivant de loin, avec des décennies entières de malentendus suspendus entre eux. Ce ne fut pas une conversation facile. Ce ne fut pas le genre de retrouvailles de feuilleton, avec une accolade immédiate et tout réglé en 5 minutes. Ce fut long, ce fut douloureux. Il y eut un moment où elle eut envie de partir, et un autre où il voulut s'excuser pour des choses qui n'étaient pas seulement de son fait. Ils parlèrent de la trahison qui avait été le début de tout. Ils parlèrent de Béatrice, qui avait eu tort mais qui avait aussi été blessée. Ils parlèrent des années perdues, de ce qui s'était perdu à l'intérieur d'eux et de ce qu'il était peut-être encore possible de construire maintenant. Mais ils restèrent tous les deux. Elle passa la journée là-bas. Elle prit un café chez lui. Elle regarda une étagère du salon
et s'arrêta devant une photo d'elle à environ 5 ans, un peu décolorée, encadrée avec soin. Cette photo, tu l'as gardée toutes ces années. C'était tout ce que j'avais. Quand elle repartit, la nuit commençait à tomber. Vincent resta sur le pas de la porte, les bras croisés, regardant la voiture disparaître lentement dans la rue. Elle partit les yeux pleins, mais pas de tristesse. C'était autre chose. Quelque chose qui ressemblait plus à de la légèreté. Le genre de choses qui arrivent quand on lâche enfin un poids qu'on portait depuis si longtemps qu'on avait oublié que c'était un poids. Quelques semaines plus tard, le toit de la vieille maison était presque terminé. Pascal avait réussi à obtenir du bon matériel pour un prix qui rentrait dans le budget de Camille, avec un peu d'effort et une partie financée. Les jeunes travaillaient dès le matin et la structure qui avait survécu à la tempête, comme Pascal l'avait dit dès le premier jour, était plus solide qu'elle n'en avait l'air de l'extérieur. Avec du soin, ça allait être beau. Camille passait par là tous les jours. Parfois, elle restait plus longtemps. Parfois, elle ne faisait qu'un passage rapide. Elle regardait l'avancement des travaux et pensait qu'elle était restée tellement fixée sur les dégâts qu'elle n'avait même pas réussi à imaginer à quoi ressemblerait la maison après. Et la maison allait être belle. Elle allait être encore mieux qu'avant. Un de ces après-midi, Madame Béatrice demanda à venir avec elle. C'était la première fois qu'elle revenait sur ce domaine depuis que Madame Yvonne était partie. Elle descendit lentement de la voiture, regarda autour d'elle avec précaution et resta plantée au bord de la cour, regardant la maison avec l'expression de quelqu'un qui revoit quelque chose rempli de souvenirs mêlés, les bons et ceux qui font mal. Camille resta à ses côtés sans rien presser. « Tu vas me raconter comment ça s'est passé ?» demanda Béatrice après un moment. « Oui, quand vous serez prête à l'entendre. » La mère acquiesça lentement. « Il a toujours été une bonne personne, au fond. Il a fait de grosses erreurs, mais c'était une bonne personne, » dit-elle d'une voix qui mit du temps à sortir. « Je n'ai jamais su être juste avec les deux choses en même temps. Ça restait mélangé. » Camille regarda sa mère de côté. « Vous aurez l'occasion de faire la paix avec ça. Tu crois qu'il voudra? Je crois que oui. Mais c'est une conversation pour plus tard. Avec calme. Là, dans cette cour sèche, avec le bruit des outils des maçons en fond et l'odeur du bois neuf dans l'air, quelque chose s'est installé entre les deux. Ce n'était pas encore un pardon complet, ni une réconciliation propre et bien rangée. C'était le début d'une conversation qui aurait dû avoir lieu il y a longtemps et qui, enfin, avait de la place pour exister. Le genre de début qu'on laisse passer par peur que ça fasse mal, et quand on arrête d'avoir peur, on se rend compte que la douleur était moindre que le poids de continuer à éviter. Le nouveau toit allait être beau, et dans cette maison, quand tout serait prêt, il y aurait peut-être de la place pour des recommencements que personne n'avait prévus. Parfois, il faut que le vent vienne emporter ce qui était pourri pour qu'on découvre ce qui était caché en dessous. Fin de l'histoire. Cette histoire m'est restée d'une façon que je n'avais pas prévue, parce qu'elle ne parle pas d'un coup de vent. Elle parle de ce qu'on cache, de ce qui reste enfoui dans le grenier de la vie et du temps qu'il faut pour trouver le courage d'ouvrir. Je pense à tout ce qu'on laisse immobile, en attendant qu'une tempête vienne révéler ce qui compte vraiment. Et cela en dit long. D'où nous regardez-vous? Vous pensez que Camille a bien fait de chercher son père? Laissez votre avis dans les commentaires. On a envie de vous lire. Merci beaucoup pour votre compagnie. N'oubliez pas le like et de vous abonner à la chaîne pour ne pas rater les prochaines histoires.